Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous abordons un sujet politique d'une importance croissante en Europe, la montée de l'extrême droite. De Rome à Budapest, de Stockholm à Amsterdam, ces formations politiques autrefois marginales occupent désormais une place significative sur la scène européenne. L'ascension de l'extrême droite en Europe suscite des inquiétudes croissantes alors qu'elle cherche à accéder au pouvoir politique dans plusieurs pays du continent. En France, par exemple, le Rassemblement national de Marine Le Pen adopte un discours anti-immigration mettant désormais l'accent sur la prétendue menace de l'immigration musulmane en réaction au contexte mondial du terrorisme islamique. Cette rhétorique alimente les craintes concernant l'intégration des migrants en France et ailleurs en Europe. C'est une transformation frappante des partis d'extrême droite, autrefois associés à l'antisémitisme, vers des discours arabophobes et négrophobes. Certains considèrent cette mutation idéologique comme l'une des raisons de leur montée en puissance. Nous assistons à une tendance inquiétante où des partis politiques adoptent des discours nationalistes, anti-immigration et parfois même xénophobes, gagnant en popularité auprès d'une partie de l'électorat. Cette montée en puissance soulève des questions cruciales sur l'avenir de la démocratie européenne, la cohésion sociale et les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Ce soir, nous explorerons les raisons de cette montée des partis populistes, les craintes et les frustrations qui alimentent leur ascension, ainsi que les répercussions potentielles sur les politiques nationales et européennes à moins de 5 mois des prochaines élections européennes. Pour analyser ce phénomène complexe et discuter des solutions possibles, j'ai l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission Max Orville, eurodéputé français du groupe Renew Europe. Je suis également accompagnée de mon confrère Michel Colland, journaliste et directeur du think tank Investigue Action. J'accueille avec un immense plaisir Rudolf Elkarret, professeur des universités, sociologue et politologue, ainsi que maître Gilles Devers, qui nous rejoint depuis Lyon via Skype pour nous éclairer sur la manière dont le droit peut bloquer les actions de l'extrême droite et leur fixer des limites. Sans plus tarder, plongeons au cœur du sujet et explorons ensemble les enjeux de la montée de l'extrême droite en Europe. À tout de suite. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Je poserai ma première question à l'eurodéputé de Renew Europe. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir dans le vrai dialogue. Max Orville, quelles sont selon vous les principales raisons de la montée de l'extrême droite en Europe? Je pense, merci de m'avoir invité, je pense que l'une des raisons de la montée de l'extrême droite en Europe est la crise économique, la crise sociale qui appauvrit les populations d'Europe. Mais les réponses proposées ou apportées par l'extrême droite, c'est toujours, et il faut bien se le dire, dans le rejet de l'autre. C'est-à-dire que la responsabilité de la crise, des difficultés économiques, du social, viendrait toujours de l'étranger, du noir, de l'arabe, du juif, bref, de l'autre, et non pas d'une analyse de structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas dans les pays et comment on pourrait améliorer cela. Donc c'est malheureusement une montée que nous constatons partout, mais qui ne répond absolument, qui ne donne aucune réponse fiable dans le temps. Michel, votre point de vue à vous? Il est tout à fait juste de dire que l'extrême droite n'a aucune réponse, mais c'est trop court.
ça n'a pas répondu à la question quelles sont les raisons. Et pour moi, les raisons sont la politique néolibérale, il faut l'appeler par son nom, menée depuis 40 ans, ici, et dans les partis qui prétendent avoir une alternative. Je me rappelle que quand j'étais reporter pour l'hebdomadaire solidaire, au début des années 80, il y a eu ici dans le quartier 2 manifestations extrêmement dures avec les sidérurgistes. Il y a eu un mort. Avec les agriculteurs, 1 an après, il y a eu des morts aussi. Et là, aujourd'hui, on parle, alors que le bâtiment est entouré par des agriculteurs mécontents et à juste titre. Et donc, pour moi, il faut aller un pas plus loin et il faut dire que si les gens ont peur, sont frustrés et cherchent une alternative, c'est justement à cause des politiques qui ont été menées par ceux qui se prétendent meilleurs que l'extrême droite, mais qui ont fait une politique néolibérale, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un écart aussi grand entre les fortunes des multinationales. Pensez en France à Arnault, Pinault, Bolloré, tous ces gens proches des partis au pouvoir et qui accumulent des fortunes énormes, pendant que la majorité des gens, ils ont peur pour le lendemain, ils pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne que la leur, et beaucoup ne savent pas finir le mois à cause justement des politiques qui sont décidées dans ce bâtiment ici et que la France applique également. Donc c'est une politique que j'appellerais de violence sociale, de violence des riches, et c'est aussi une politique, il ne faut pas négliger l'aspect des guerres. Les États-Unis, avec la France qui suit tout le temps comme un petit chien, et la Belgique aussi malheureusement, ont fait la guerre en Ukraine, c'est eux qui l'ont déclenchée, qui l'ont voulu. Ils font la guerre à Gaza et ils refusent de l'arrêter. Ils nous préparent des guerres dans toute une série d'endroits où ça pourrait emmerder la Chine. On prend des mesures de guerre économique contre le Venezuela en affame sa population. Donc, on a des pouvoirs et des partis au pouvoir qui montrent l'exemple de la violence, que les problèmes se résolvent par la violence. Donc, il ne faut pas s'étonner. Professeur Rudolf El-Carré, je rappelle que vous êtes professeur des universités, vous êtes aussi politologue et sociologue. Qu'est-ce qui nourrit, selon vous, les extrémismes en général en Europe? C'est-à-dire que d'abord, il faut commencer par définir la notion de populisme, la notion d'extrême droite, mais on ne peut pas ici s'étendre sur la question. Il y a toujours des facteurs combinés qui, par leur intersection, par leur recoupement, nous amènent à cette situation. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est d'abord la montée des peurs. Les politiques des peurs, on les connaît depuis le Moyen-Âge, bien avant le Moyen-Âge. L'utilisation politique des peurs est un des facteurs de l'installation des pouvoirs en place. Mais concernant justement la montée de l'extrême droite, sur le temps long, si on la prend sans faire d'analogie simpliste avec ce qui s'est passé entre 1920 et 1933, et puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale, je voudrais attirer l'attention sur 2 ou 3 facteurs qui sont importants. Sur le temps long, évidemment. Permettez-moi ici de rapporter une petite anecdote et d'en tirer les conclusions. En 1991, pour parler dans 1991, j'étais l'invité d'une grande conférence organisée à Bratislava par Jiří Dinsmír, l'ancien. La Tchécoslovaquie ne s'était pas scindée à l'époque encore. Nous nous sommes perdus à un moment, nous allions à pied de l'hôtel au restaurant où il y avait le dîner officiel, et là, une personne qui était avec nous, qui connaissait relativement Bratislava, pose la question à une personne assez âgée, 80 ans à peu près. Elle lui demande où se trouve ce restaurant, et lui donne le nom de la place où se trouve le restaurant. La personne répond, je vais vous l'indiquer, mais elle ne s'appelle pas comme vous le dites. Alors, lui, mais comment s'appelle-t-elle? Il répond en allemand, Das ist Adolf Hitler Platz. C'est la place Adolf Hitler. Ça m'a interpellé à l'époque. Pour la faire courte, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et j'en tire pour première conclusion, c'est que la fin du système des blocs et la fin de l'URSS, quel que soit, il y avait un équilibre à l'époque, a été considérée par certains comme une victoire posthume du nazisme. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut regarder ou observer, si vous voulez, ces éléments de l'idéologie nazie qui se sont aujourd'hui infiltrés dans les idéologies que l'on voit. Il y a 30 ans, M. Dorville, vous me reviendrez, et cher Michel Collomb aussi, Mme Lefebvre, ont tenté de réduire les inégalités. Tout le travail que nous avons fait à l'époque, j'ai piétiné ce bâtiment, je dis exprès, pendant plus de 30 ans pour savoir de quoi je parle sur la question. Nous cherchions à inventer des solutions
qui permettait de réduire les inégalités. Aujourd'hui, on les glorifie, les inégalités. Vous ajoutez les inégalités, les peurs, hein, les effets de la globalisation américaine, il y a d'autres facteurs. Vous avez cette situation, sans compter évidemment la dégénérescence de partis qui étaient supposés être des partis alternatifs. Dernier point, permettez-moi à Madame Lefebvre de le dire, moi je suis sidéré, et ça on pourra peut-être en parler dans le débat, lorsque je vois qu'on a abandonné le patriotisme à l'extrême droite. Et ça, j'ai un exemple à vous donner, parce que je parlerai d'un débat avec M. Jouillet tout à l'heure. Très bien. Laissez-moi interpeller Maître Devers, qui, avant d'aller plus avant par rapport à tout ce qui est à l'aspect juridique, est-ce que vous souscrivez par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plateau? Ben, écoutez, ce sont des choses que l'on voit, hélas, tous les jours, dès qu'on ouvre un peu les yeux. Et la société devient une machine à broyer, c'est plus une machine à créer de la solidarité. Il y a des moteurs sociaux qui se sont cassés, les gens ont peur de la désaffiliation et ils se mettent dans des optiques de chercher le bouc émissaire et de chercher des solutions à court terme. Donc il y a certainement une perdition de la pensée, je peux le dire comme cela, mais il y a des moteurs économiques et sociaux qu'il faut prendre en compte. Et la capacité de la société à exclure est devenue objectivement inquiétante. Très bien. Michel, en quoi, selon vous, les discours politiques ou le discours des politiques et les médias ont joué un rôle dans cette montée de l'extrême droite? Je crois que c'est la bonne question et je suis d'accord avec Maître Devers. Je crois que la violence dont je parlais, la violence économique et sociale, se prolonge par une violence qui, en fait, falsifie les informations et refuse le débat. Falsifie les informations, je veux dire, sur toutes les guerres récentes, que ce soit l'Irak avec les armes de destruction massive, la Libye avec soi-disant le bain de sang de Kadhafi et les containers de Viagra pour violer des femmes en masse et des choses pareilles, ou l'Ukraine maintenant, on a des guerres qui sont en même temps des guerres de l'information, des guerres basées sur une propagande de guerre, sur une falsification de l'info. Et en prolongement de ça, la France a une évolution extrêmement inquiétante. Il y avait encore, il y a quelques années, à une heure tardive, mais ça circulait sur Internet, des débats contradictoires où j'ai pu affronter des représentants de l'OTAN, du lobby des armes ou d'Israël. Ça, c'est terminé. Depuis Hollande et sous Macron, il n'y a plus de débat. Les gens comme moi sont interdits de télévision. Donc, je voudrais saluer le courage de M. Dorville, qui accepte un débat ici en sachant que sur beaucoup de choses, on ne va pas être d'accord. Mais justement, c'est ça l'intérêt du débat. Donc, et ça s'appelle le vrai dialogue. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous allez interpeller France Télévisions pour dire, tiens, pourquoi est-ce que des gens comme Rudolf Elcouret ou Carré ou Michel Collomb sont au placard? Est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'on discute seulement avec les gens avec qui on est d'accord? Maintenant, blague à part, j'espère qu'il le fera, mais blague à part, on a une vraie violence dans le refus de débat. Si vous dites, ce ne sont pas des guerres justes, ce sont des guerres pour le fric. Si vous dites Israël mène une politique de colonialisme, d'apartheid, de nettoyage ethnique depuis longtemps, pas depuis le 7 octobre, mais depuis des années, si vous dites ça, vous êtes exclu de télé. Est-ce que c'est normal? La violence, elle est là aussi. Et c'est un très mauvais exemple, parce que ça montre aux gens, aux citoyens et aux jeunes que pour se faire entendre, il va falloir taper. Et c'est ça l'exemple donné à l'extrême droite, et on les encourage. En plus que malheureusement maintenant, dans les médias et partout, on n'arrête pas dans les partis majoritaires de répandre l'immigré est dangereux, le musulman aussi, et donc il faut des lois anti-immigration dures. On est en train maintenant, à la droite, au centre-gauche et tout ce que vous voulez, à reprendre des choses que disaient les fascistes dans les années 80, et tout le monde disait c'est un scandale, on n'acceptera jamais ça. Donc la violence, pour moi, elle vient de là. Je vous laisse réagir à l'interpellation de Michel, mais je vous demanderai aussi de nous dire comment faire pour barrer la route à l'extrême droite
lors des prochaines élections. Hein. Je le disais dans l'introduction, on est à 5 mois Tout à fait. des prochaines Tout à fait. échéances. Alors, permettez-moi quand même de répondre à mon voisin pour dire que je ne vais pas polémiquer. En tout état de cause, moi, je suis un homme de dialogue. Je suis, avant d'être député, je suis un enseignant. Donc, ça m'amène à dire que la question de l'éducation, tout à l'heure, vous parliez de patriotisme, et je vous rejoins complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la montée de l'extrême droite repose également par une information sur les réseaux sociaux où rien n'est vérifié. Où la question étant que les Sur jeunes... les réseaux sociaux et à France Télévisions, Arrêtez, vous avez un problème avec France Télévisions, je le veux bien. il y a un problème de censure, oui. Non, mais écoutez, on est pour le dialogue. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Je constate simplement, et je voudrais répondre sur le fond. Je crois que la faillite de l'école, de l'éducation, du fait qu'on ne vérifie plus rien, qu'on ne lit pas, qu'on est dans la communication et pas dans l'information, a contribué à permettre ces montées des extrêmes. Quand on voit le poids de Facebook, de Twitter, etc., d'informations qui circulent à la vitesse, je veux dire, supersonique, où rien n'est vérifié, eh bien, on a un abêtissement de la population. Et il faut qu'on arrive à comprendre cela. C'est tout à fait vrai. À partir de là, le dialogue, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est pas que sur France Télévisions, c'est sur toutes les chaînes où il n'y a pas de débat, de dialogue, comme cette émission, où nous allons pouvoir confronter des idées sur des faits et avec des arguments. Ça n'intéresse plus le public. Le public veut une certaine classe. J'ai envie de dire les intellectuels qui, comme vous, se nourrissent d'idées qu'ils lisent. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons pas cette jeunesse qui a cette curiosité d'esprit de vérifier tout. C'est ça la Écoutez, problématique. Ce soir ou jamais, ça passionnait la jeunesse il y a quelques années. Là, on avait des vrais débats avec des gens pas d'accord. Mais Et c'est le aujourd'hui- pouvoir qui l'a mais- si pris. Et c'est trop facile de dire les gens ne veulent pas. Moi, je constate avec notre site que des gens des classes populaires sont énormément intéressés de comprendre les avis contradictoires et qui font un gros travail. Sur le rôle de l'école, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que l'État et l'élite ne favorisent plus ça. Regardez, pour la vérification des infos, on a donné des subsides à des gens comme Conspiracy Watch, inspirés par Bernard-Henri Lévy et par Israël, qui répandent des mensonges à longueur de colonne. Pourquoi des subsides à ça? Et pourquoi ne pas organiser un vrai débat? Maintenant, si ce n'est pas à France Télévisions, ce sera où vous voulez, quand vous voulez, mais il faut le faire. Je ne redoute absolument pas les débats ni le dialogue. Moi, je vous dis, en tant qu'enseignant, je m'aperçois que cet esprit patriotique, 30 secondes, je voudrais ajouter quelque chose. En 1987, les Outre-mer français, la Guadeloupe et la Martinique, s'enorgueillissaient de refuser que Jean-Marie Le Pen, à l'époque patron du Front National, puisse poser le pied dans nos Antilles. C'est-à-dire que l'avion de Jean-Marie Le Pen n'a pas pu atterrir parce que l'aéroport a été envahi, il a été dérouté sur la Guadeloupe lui l'a autorisé à faire le plein et à repartir sans sortir de l'avion. En 2023, on accueille Marine Le Pen avec des fleurs, etc. et tout, et elle gagne dans tout l'outre-mer. Là, il y a un véritable travail de pédagogie à faire parce que globalement, le RN ne cesse de dire à nos territoires ultramarins, vous êtes français, mais dès qu'ils arrivent en France, on leur montre que non, ils ne sont pas français. Laissez-moi, je vais vous donner la parole, hein, Monsieur Alcaré, vous l'avez réclamé, mais j'ai envie que Maître de Vers, qui est quand même loin, à Lyon, nous apporte aussi des réponses au plan juridique. Maître de Vers, comment on peut fixer des limites à l'extrême droite via le droit, à partir du droit? Vous savez, le droit, il côtoie la politique, mais il essaye de ne pas mêler. C'est-à-dire, je peux avoir mon opinion comme avocat et donner une lecture du droit comme enseignant ou comme professionnel. Et on ne va pas raisonner sur le thème vraiment de l'extrême droite, on va plutôt raisonner sur des points de vue qui ne respectent pas l'état de droit. Et ensuite, vous allez les qualifier s'ils sont d'extrême droite ou d'extrême autre chose.
Mais par exemple, en France, on vient d'avoir le cas avec le gouvernement qui, en toute conscience, et il a exprimé d'ailleurs par la voix du président de la République, a décidé de voter une loi anti-immigrée en disant, bon, elle est contraire à la Constitution, mais c'est quand même l'assentiment populaire. Donc, est-ce que c'est d'extrême droite ou autre? Ma foi, ça, je vous laisserai la qualification juridique, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est inacceptable. Et il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel qui a recadré tout ça. Donc, il y a des domaines qui échappent, qui passent la limite. Voilà. Et le droit peut être utile sur ce plan. Alors, je ne suis pas un admirateur béat du droit en disant, voilà, on a des garanties juridiques qui existent, on a des juridictions internationales, on a la Cour européenne, on a d'autres procédés, et donc on peut laisser faire n'importe quoi. Non, mais quand même, ces procédés existent. Ils ont un premier mérite, c'est de nous donner un cadre. Par exemple, sur la discrimination, eh bien, là où commence la discrimination, qu'est-ce que la discrimination directe, indirecte, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on fait une différenciation entre les groupes, tout ça, c'est balisé de droit et ça relève de la connaissance commune et de textes qui sont validés et de jurisprudence qui sont solides. Donc, on doit pouvoir être en mesure de poser n'importe quelle affirmation politique au test de cette résistance juridique et voir si elle passe le cap ou non. Voilà. Donc, Maître oui. Devers, qu'est-ce qui va advenir de cette loi anti-immigration qui a été votée, hein, et corrigez-moi, à l'Assemblée et dont le gouvernement a reconnu avoir fait une erreur puisqu'elle est contraire à la Constitution française? Alors, le Conseil constitutionnel a éliminé à peu près le tiers de la loi, en tout cas toutes les dispositions qui étaient problématiques, mais c'est pas un débat de fond, c'est plutôt sur le mécanisme qu'on appelle les cavaliers législatifs, c'est-à-dire que on discute d'une chose, il y a tout un processus de préparation, et puis au dernier moment, on rajoute des éléments qui étaient étrangers. Voilà, donc il faut qu'il y ait un débat complet, et le Conseil constitutionnel est éliminé sur ce point. Mais si c'est pas le Conseil constitutionnel qui le fera, eh bien, ça sera les citoyens à l'occasion de telle ou telle circonstance. Et en disant, mais vous avez une règle de droit qui viole les principes du droit. Et la loi n'est légitime que dans le respect des principes. Et ça, c'est une initiative qui va venir de qui? Mais de tout le monde. Je peux donner l'exemple en France, il y avait le régime de la garde à vue qui ne prévoyait pas la présence de l'avocat. Et ben, on protestait en disant, mais les droits de la personne sont mis en cause, c'est un système inéquitable. Et la loi, elle était pour exclure l'avocat des périodes de garde à vue. Il y a une dame, il se trouve que c'était une Comorienne qui était sans papier, donc elle avait tous les défauts, vous voyez, et elle veut être entendue, elle dit, moi, il me faut un avocat, elle refuse, elle a trouvé un avocat qui était déterminé, et on a pu faire tous les recours pour que la Cour européenne dise qu'à partir du moment où il y a accusation, il doit y avoir respect des droits de la défense. Et la France a dû modifier sa loi. Donc c'est comme cela qu'on a constitué ce qui est notre socle à tous, qui est celui de l'état de droit. Donc extrême droite, extrême centre, extrême d'ailleurs, vont devoir respecter cela parce que c'est un élément de connaissance, c'est un élément scientifique qui s'impose à tous, et parce qu'on disposera d'éléments pour attaquer des dispositions. Et je pense que dans le programme de Madame Le Pen, en tout cas tel qu'elle l'annonce, hein, parce que a bien compris que ce sera l'opportunisme jusqu'à la dernière minute, mais dans le programme tel qu'elle l'annonce, il y a à peu près les 80% de ces décisions phares qui sont contraires à ces principes et que nous serions les uns et les autres en mesure d'attaquer. Je veux juste dire un petit mot, c'est-à-dire que on présente dans la démocratie le rôle de citoyen de voter. Bon, le citoyen vote et c'est très bien et régulièrement, mais ça s'arrête plus à ça. C'est-à-dire qu'on vote et puis ensuite il y a le parlementaire et les élus vont faire leur travail. C'est une chose. Mais les citoyens restent vigilants individuellement ou collectivement par des associations, des syndicats et ils vont continuer à bloquer des actions qui ne respectent pas les droits des minorités, qui sont discriminatoires ou qui violent les principes de ceux de la dignité, de l'égalité. Et donc, c'est un droit qui se crée à l'initiative des personnes par le contrôle des principes devant le juge, qui est là pour contrarier et bloquer les actions de l'extrême droite. Très bien.
Rudolf Elcarré, vous Oui, vouliez réagir? Je voudrais récupérer un petit temps de parole quand même, mais je voudrais réagir à ce qu'a dit l'honorable député d'Orville sur la question du débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, commençons par le début. Il n'y a pas de débat, prenez les plateaux de télévision. Cette émission où, sur une chaîne supposément généraliste, j'étais reçu il y a à peu près 1 mois et demi, le journaliste faisait les questions et voulait faire les réponses. Lorsque vous avez un panel sur le plateau, on a 6 personnes qui sont toutes du même avis et qui discutent entre elles. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que là aussi, il y a de la violence lorsqu'il n'y a pas de débat. Mais je voudrais aller encore une fois plus loin, vers les racines. Il y a aujourd'hui, je disais tout à l'heure, si vous voulez, des lignes de force qui sont en train de travailler la société de l'intérieur. Sur la notion de violence, vous en avez parlé tout à l'heure. Non, d'abord l'école. Vous parlez de l'école et de l'importance de l'école. Vous avez tout à fait raison, mais il n'y a plus d'école. Il y a aujourd'hui, un formatage des enfants. Je suis moi-même enseignant, je sais de quoi je parle, je sais que ce que j'ai eu comme étudiant il y a 30 ou 40 ans, est-ce que j'ai eu avant même de prendre ce qu'on appelle la retraite administrative, ce que j'ai eu comme étudiant. Cette violence-là, elle est aujourd'hui théorisée par des idéologues. Il n'y a plus d'esprit critique. Vous avez des types comme Howard Bloom, des types comme Laurent Alexandre, qui sont n'importe quoi, qui n'ont aucune formation, qui sont des gourous, en fait, et qui vous disent, je prends l'exemple de la violence, c'est le principe de Lucifer. C'est très intéressant de voir le nom qu'il donne. La violence est au cœur de la nature, elle est au cœur de l'homme. Et on va nettement au-delà. C'est-à-dire qu'on critique ceux qui estiment qu'il faut aborder les questions humaines sous l'angle de l'humanisme. On vous parle de post-humanisme, on vous parle de postmodernité, on vous parle de transhumanisme, tout ce tralala idéologique. Mais le fondement de ce que j'appelle ce carnaval idéologique, c'est en fait l'idéologisation, la théorisation des inégalités. Vous avez des êtres supérieurs, on parle aujourd'hui d'êtres augmentés. On leur met des puces, enfin, c'est presque caricatural. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vous disent il y a des êtres inférieurs qui sont supposément être des esclaves. On connaît toute cette théorie. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a une infiltration insidieuse de l'idéologie nazie dans les idéologies dominantes. On les voit très peu, ces idéologies, parce que les médias ont pour fonction de jeter des écrans de fumée, de faire de faux débats. Mais le vrai débat, il est là. Prenez ce qui se passe ici. Alors, tout à l'heure, Michel, tu as cité les agriculteurs. Eh bien, vous voulez un exemple de la violence de l'acteur? Je suis, sans dire, mais je suis l'auteur, avec Edgar Pisani, Vandana Shiva, d'un livre qui s'appelle « Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde ». Aujourd'hui, la violence, c'est de détruire cette diversité-là. Elle existe à tous les niveaux. Et lorsque si vous voulez vraiment, vous parlez de Renaissance, M. Dorville, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Renaissance. Renaissance, ça signifie beaucoup de choses. Je ne veux pas faire d'analogie avec la Renaissance après le Moyen-Âge, ça c'est encore une autre histoire. Mais si vous voulez vraiment un monde qui renaisse, qui soit moins inégalitaire, il faut absolument contrer ces idéologies. Il faut réfléchir autrement. Il ne faut pas réfléchir au coup par coup. Malheureusement, je le vois en France, en Allemagne. Je ne veux pas entrer dans les détails ici sur les politiques de la ministre des Affaires étrangères allemande, etc. Ça mènerait très loin. Mais il faut réfléchir en remettant, et je conclurai sur ce point-là, l'être humain au centre de l'activité économique, politique, etc., et pas l'inverse. Ni vous, ni Michel, ni Madame Lefebvre, ni moi, ni personne ne sommes au service d'une structure floue. C'est l'ensemble de ces structures, des technologies, etc., sont à notre service. Aujourd'hui, il y a des hérésies, et je vous donne un dernier exemple sur cette question. Il y a des conférences qui sont organisées dans des entreprises en français. Il faut réfléchir sur la culture d'entreprise parce qu'elle est très insidieuse. Elle est très raciste en même temps, qui vous disent il y a le droit des robots. Si votre collègue est un robot, il a des droits et comment vous comportez à son égard, ce n'est pas une blague. Je n'invente rien du tout. Je sais comment ça fonctionne. Et ça, c'est extrêmement grave. Et si vous voulez vraiment qu'on sorte justement, qu'on fasse... qu'on bloque la montée de l'extrême droite, il faut travailler à ce niveau-là. Elle est très insistante. Pardonnez-moi, Madame Lefebvre, encore un exemple, puisque Michel Collomb a parlé de Gaza tout à l'heure. Vous voulez que je vous donne un exemple de violence? L'économiste,
le journal de référence de beaucoup de gens qui se trouvent parfois derrière nous. Vous savez ce qu'il écrivait il y a un mois? Il disait, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants victimes à Gaza? Vous ne devinerez jamais la réponse. Elle est la suivante, ouvrez les guillemets, parce qu'il y a trop d'enfants à Gaza. Ce n'est pas de la violence, ça? Je rappelle simplement pour nos téléspectateurs que Renaissance, ici au Parlement européen, est le nom du troisième plus grand groupe de partis politiques représentés aujourd'hui par le centriste. Donc ce sont les centristes. Si vous par me Monsieur Max permettez juste Orville. 30 secondes. Oui. Alors moi, je suis venu à un débat pour parler de la montée de l'extrême droite. Je ne suis pas venu pour qu'on fasse le procès de Renaissance. On est bien d'accord. Maintenant, je suis venu en tant qu'enseignant, je suis l'un des premiers, vous m'avez entendu. Je vous ai dit, l'une des raisons pour lesquelles l'extrême droite monte, c'est une faillite de l'école. On peut être d'accord là-dessus. Un manque de patriotisme, on peut être d'accord là-dessus. Je ne suis pas venu débattre pour savoir pourquoi on parle. Encore une fois, en tant qu'enseignant, je me trouve ici pour... Mais non, mais c'est pas qu'on va certainement, on va le trouver. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe. Et de ce côté, je veux dire, il n'est pas question de dire c'est de la faute de pointer un doigt. J'entendais tout à l'heure... vous êtes d'accord avec ce que je dis? Mais tout à fait. Je suis d'accord sur le comment dirais-je, le diagnostic, sur ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va faire. Je voulais réagir par rapport au propos de... 30 secondes, c'était pour dire simplement, je vais verser au débat. Allez-y, on a le temps. On a le temps et vous aurez la parole, Michel. Aujourd'hui, l'état de droit, c'est des règles. Maître a tout à fait raison. Mais encore une fois, il y a ce qu'on appelle le référendum, qui est proposé toujours par les partis extrémistes. Et vous connaissez Vox Populis et Vox Dei. Donc, ce que je veux dire, j'ai le souvenir en 1962 du président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, qui a décidé l'élection du président de la République au suffrage universel sur la base d'un article contesté. C'était l'article 11. Bien, Gaston Monnerville, qui est un parent à moi, qui était président du Sénat à l'époque, a fait un recours au Conseil constitutionnel. Qu'a dit le Conseil constitutionnel, qui pourtant savait que c'était effectivement illégal? Il a dit, le peuple a tranché. Donc ce que je veux dire, c'est que l'état de droit, attention, je dis attention à ce que n'importe quel gouvernant ne soumette pas à référendum et qu'à ce moment-là, nous ayons une position populaire du peuple et qui serait contraire au droit. Et à ce moment-là, ça crée une jurisprudence. Donc ce que je veux dire là-dessus, et puis j'en ai terminé, je vous laisse la parole, c'est que l'état de droit, ça ne marche que si on a un peuple éclairé, c'est-à-dire un peuple qui est éduqué, qui est un véritable citoyen, et non pas un simple consommateur. C'est ça que je veux dire. Max Orville, je vais donner la parole Oui, à l'instant maintenant à Michel Collant, mais je vous demanderai après, comme ça vous réfléchissez à la réponse. Nous sommes au Parlement européen. Dans 5 mois, il y a des élections européennes. Oui. Donnez-nous, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire si, d'aventure, le prochain Parlement européen sera dominé par la droite dure. Vous me le diriez juste après l'intervention de Michel. Et Michel, je vous demanderai aussi, vous avez tous évoqué les idéologies de l'extrême droite. Parlez-nous notamment de ce glissement de la droite dure ou de l'extrême droite qui a abandonné, qui a lâché du lest aux sémites. L'antisémitisme, ça n'est plus un problème, mais elle s'est concentrée sur l'arabophobie, la négrophobie, l'islamophobie. Je note la question. Je trouvais très intéressant ce que Rudolf avait dit à propos de la violence dans les entreprises. C'est quand même ça le moteur de la société. C'est là où les gens passent le plus de temps et dont leur vie dépend. Et la violence raciste. Et j'aimerais citer l'exemple d'un jeune garçon de ma famille qui est ingénieur, brillant. Il a postulé pour un poste au Cameroun, dans le port de Douala,
auprès de la plus grosse entreprise de construction en Belgique. Il n'a pas eu le poste. Et vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Tu es trop gentil avec les Noirs. En 2022, ça s'est passé. Tu es trop gentil avec les Noirs. Donc je pense qu'on a bien raison de dire que notre société, il ne faut quand même pas l'oublier, qui est une société coloniale, la prospérité, la richesse qu'on voit ici, la richesse que vous voyez à Bruxelles dans certains quartiers, un pas partout, elle est bâtie sur le vol des richesses du Congo, sur l'esclavage et donc sur le mépris des Noirs, des Jaunes, des Arabes, de tout le monde. En fait, il y avait que les Blancs qui étaient bien. Moi, j'ai été élevé dans une école des Jésuites ici, à 1 kilomètre, le collège Saint-Michel, années 50. Et je me souviens encore, et je pense que je me souviendrai toute ma vie, d'une phrase du catéchisme où on nous disait « Les Noirs sont par nature indolents et paresseux ». Et donc, le problème que nous avons maintenant, c'est comment est-ce qu'on va rompre avec cette mentalité qui est encore dans les politiques actuelles envers l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, l'Amérique latine. Les Blancs, c'est les meilleurs, et surtout les Européens. Comment est-ce qu'on va rompre avec ça? Et là, je suis d'accord sur un point, ce n'est pas fondamentalement une question de droit. Bien sûr qu'il faut des règles pour nous protéger des discriminations et des crimes commis en son nom, mais ça ne va pas régler le problème. Et le problème est un problème des consciences, c'est-à-dire un problème d'éducation. Il y a l'école, il devrait y avoir les médias. Malheureusement, c'est catastrophique parce qu'ils sont contrôlés par des élites économiques et politiques. On ne fait plus aujourd'hui un média, un journal sans être milliardaire. On ne fait plus une télé sans être milliardaire et connecté aux industries du pétrole, de l'armement, de la banque, etc. Donc, il y a des exemples quotidiens de censure ou d'autocensure parce qu'on veut garder son poste, c'est normal. Donc, on est obligé d'instaurer, nous, un débat citoyen. Je suis très content de voir que Max Dorville l'accepte et on va certainement prendre rendez-vous pour le faire parce qu'il y a un problème. Le parti dont il a cité le nom et dont nous n'allons pas parler a approuvé toutes les guerres des 20 dernières années. Est-ce que ce n'est pas un terrible exemple de violence et de racisme envers les Africains, les Arabes, etc. Donc, est-ce qu'on va pouvoir débattre là-dessus? C'est un thème, à mon avis, pour une prochaine émission. Est-ce qu'on nous a dit la vérité sur la guerre en Irak, en Libye, en Syrie, au Venezuela, au Yémen, et je pourrais encore continuer? Ou est-ce qu'on nous a emmenés dans une sorte de propagande de guerre qui a faussé nos opinions? Michel, on va avancer, il reste quelques questions parce que l'émission, elle va terminer. Mais rassurez-moi, elle se base là-dessus, l'exemple de la violence. Et j'avais une question. Alors, la question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la violence de l'extrême droite? C'était ça, la question que vous m'aviez posée. C'était le glissement, c'est-à-dire pourquoi on a abandonné l'antisémitisme et ce qui est extraordinaire. Mais parce qu'il faut un bouc émissaire. N'est plus antisémite. Je vais être très bref parce que c'est une bonne question. Si on ne peut pas, en tant que gouvernement élite, dire « je suis en train de rogner votre budget de vie, vous, salariés, retraités, chômeurs, etc., parce que les multinationales ne payent quasiment pas d'impôts et parce qu'on les favorise », à ce moment-là, on est obligé de trouver une explication à cette solution. Et là, l'explication, avant, c'était le juif, maintenant, c'est le musulman, le noir, qui sont quand même un peu fainéants, un peu profiteurs. Au lieu de poser la question fondamentale, pourquoi est-ce qu'en Afrique, tant de gens ne peuvent pas vivre décemment? C'est à cause de ce que nos multinationales font là-bas. Mais quand ils viennent ici pour essayer tout simplement de sauver leur famille, on leur dit, vous êtes des profiteurs, retournez chez vous, et ils risquent leur vie. Donc, vous voyez, tout est connecté pour moi. L'injustice sociale, l'inégalité dont Rudolf a parlé, le manque de vraie éducation, il y a des choses à cacher. Et les choses à cacher, c'est que c'est une politique qui favorise le 1% et qui fait la guerre pour le 1%. C'est ça qu'on veut cacher. On va laisser maintenant M. Orville répondre à ma question précédente, c'est-à-dire, vous, les partis traditionnels, de l'extrême gauche jusqu'à la droite traditionnelle, qu'est-ce que vous allez faire pour barrer la route à l'extrême droite, je perds mon latin, ici, au Parlement européen? Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, j'ai trop entendu pour ne pas pouvoir répondre. Ça ne vous a pas échappé que je suis noir. Ça fait donc 60 ans que j'entends le même discours et que je subis cela. Donc,
Vous ne m'apprenez rien là-dessus. Non, ça. Bon, la Non, vous n'êtes pas deuxième... noir, vous êtes marron. Non, Oui, je vous êtes- pourrais même vous dire êtes comme violet, Césaire, je ah, suis nègre. c'est moi. Et c'est le mot nègre. Je blaguais parce que l'affirme. Mais c'est pas tellement ça. Oui. Vous savez, j'en ai tellement entendu que c'est pas ça qui m'effraie. Je veux répondre à votre question parce qu'à mon avis, elle est importante. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer, je dis bien nous allons nous efforcer. Et ça, c'est ma réponse personnelle. Je ne crois pas que face à l'extrême droite, qui émet des thématiques émotionnelles, il n'y a rien de rationnel. Comme vous l'avez dit, il n'y a rien qui justifie leur programme, il n'y a rien du tout. En revanche, puisque c'est dans l'émotionnel, eh bien, il faut arriver, non pas aller sur leur terrain, mais faire de la pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer tout l'intérêt. Moi, je crois effectivement en l'Europe. Je n'ai pas dit que l'Europe est géniale, je dis qu'il faut qu'on la construise, mais je sais ce que je ne veux pas comme Europe. Je ne veux pas d'une Europe des nations comme ils le souhaitent. Je ne veux pas une Europe du repli. Je veux une Europe ouverte et une Europe de solidarité, d'humanisme, qui tienne compte de certain nombre de choses. Je crois effectivement que c'est ensemble que l'Europe est une force. Et je crois que c'est ensemble qu'on peut trouver des réponses à nos problématiques. La question de la santé, la question pour trouver, comment dirais-je, un vaccin au Covid, même si effectivement il y a eu des choses qui n'ont pas été. Ça a été de se mettre ensemble pour trouver un plan de relance, auquel les extrêmes ont refusé d'ailleurs. Donc je crois, moi je suis quelqu'un pour la paix. Donc je pense que véritablement, je partage votre point de vue, dialogue, échange, et il y a quelque chose que j'ai compris au Parlement. Ça fait à peine 2 ans que je suis ici. Et ça, je trouve que c'est une force. Comme il n'y a personne qui peut avoir de majorité, eh bien, on a trouvé le mot de compromis. Je n'ai pas dit de compromission, de compromis. C'est-à-dire qu'on peut arriver à échanger, à dialoguer et à trouver des points sur lesquels on pourrait être d'accord. Ça, c'est ce que je crois. L'extrême droite ne se combat pas rationnellement, puisque de toute façon, toute leur thèse, c'est effectivement toujours de jouer sur les peurs, etc. Mais il n'y a rien de rationnel. Bon, les Anglais ont voulu le Brexit sortir de l'Europe. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un succès mémorable. Donc, je veux dire, l'Europe a des raisons d'être. Maintenant, je vous rejoins sur le fait que je suis toujours pour le dialogue le plus large possible. Et moi, je pense que les problèmes viennent de nous, ne viennent pas des autres. On va entendre encore une dernière fois, parce qu'on va conclure, Gilles Devers. Est-ce qu'il existe des barrières juridiques, pas seulement en France, mais dans les pays européens, justement? Ben oui, c'est tout à fait le centre, c'est-à-dire que le centre du débat, parce que la référence à De Gaulle, c'était quand n'existait ni la Cour européenne des droits de l'homme, ni la Cour de justice, ni beaucoup d'autres instances internationales. Il y en a de nombreuses, le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'enfant. Donc la base du raisonnement, c'est que la majorité résultant des élections peut perdre la tête et voter des lois qui sont discriminatoires, qui violent les principes du droit et qu'il ne suffit pas que ça soit la loi pour que ça devienne le droit. Donc, on a posé tous ces principes et moi, je vois actuellement, ce qui m'inquiète autant que les chiffres de l'extrême droite et leur manière vicieuse de présenter les choses, que des hommes politiques, des forces politiques institutionnelles prennent des aises considérables avec ce droit fondamental et le droit européen. Quand Le Pen dit qu'elle veut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi? Elle sait très bien qu'on va la bloquer avec ça. On bloque à peu près tout son programme. Et il resterait quoi? Une espèce de gestion de droite, c'est tout. Donc il y a des mécanismes qui sont forts, mais il faut qu'ils s'en saisissent. C'est quand vous parlez d'éducation, je pense, moi, qu'il y a une éducation juridique sur le droit. On voit le droit toujours le contentieux, l'empêcheur de tourner en rond, nous ramène presque au plaideur. Mais nous sommes dans la citoyenneté et nous défendons des principes qui honorent ce que c'est qu'une société, et on a des références qui viennent de l'histoire, qui viennent des luttes sociales pour nous dire qu'il y a des choses qui sont acceptables et qui ne le sont pas. Et ce cadre d'ensemble
ça impose à la loi, c'est-à-dire qu'un vote des parlementaires ne suffit pas. Ben voilà. Donc, moi, j'attends de les parvenir. J'espère bien qu'ils sont bloqués auparavant. Je suis quand même un peu inquiet parce que je vois avec quelle gourmandise les hommes politiques captent la classe politique capte ce discours, s'en satisfait, joue sur le stracisme, fait du consensus sur les minorités, puisqu'ils sont incapables de faire du consensus sur des projets économiques et sociaux. Donc, je suis inquiet de ça. Je suis encore plus de voir qu'ils créent un discours de méfiance à l'égard des principes aussi forts que l'égalité des personnes, que la solidarité, que le refus des discriminations. Tout ça, c'est ce qui fait la société et ce n'est pas du juridisme, c'est à la base de tout. Très bien, donc on va faire un dernier tour de table et on va conclure. Autrement dit, Maître Devers dit tout simplement qu'il y a le droit et le droit peut mettre des limites à l'extrême droite. Je donne la parole à Rudolf El Carré et puis on fait le tour et on conclut. Très rapidement, premier point, pour conforter ce qu'a dit Michel tout à l'heure sur les entreprises. Je connais personnellement le cas d'un président d'une grande entreprise française qui, pour punir un de ses hauts cadres, lui a dit « Je vais t'envoyer dans ces pays de M », en parlant de l'Afrique, etc. Deuxième point, vous parliez tout à l'heure de comment contrer l'extrême droite. Permettez-moi de parler d'une expérience personnelle. Moi, je fais partie du comité qui, lorsque Le Pen s'est présenté dans les Alpes-Maritimes, nous avons constitué, avec Patrice Stefanini, avec les gens républicains, à l'époque, ce qu'on appelle un front républicain pour le contrer. Mais le plus important n'était pas ceci. Bon, on va voir si c'est adaptable. Le plus important, c'est de ne pas adopter le discours et les pratiques et les postures de l'extrême droite pour essayer de récupérer un électorat. Je ne fais de clin d'œil à personne. Je vous dis, ça c'est un fait, c'est extrêmement important. Le troisième point. Je me souviens de débats et de débats très longs ici sur l'avenir de l'Europe. Et je me souviens d'avoir dit un jour dans un de ces débats, ne sous-estimez pas ce que l'histoire a construit. Elle a construit des nations, elle a construit des appartenances. Jean-Pierre Jouyet me disait, lorsque je parlais de patriotisme, on était à la tribune ensemble, vous parlez de patriotisme, mais le patriotisme, c'est ringard. Je lui dis, dites-moi, Valmy, c'est quoi? Et la résistance française, c'est quoi? Bon, vous voyez qu'il y a ici un véritable problème. Et sur le plan pratique, nous avions proposé une intégration des parlements nationaux avec le Parlement de façon structurelle. Ça aurait aidé énormément, si vous voulez, l'évolution d'une Europe autrement. Quatrième point. Et le dernier. Juste 3 points, très rapidement. La question des droits de l'homme. Je parlais tout à l'heure d'une vision raciste des droits de l'homme. Un certain Harari, qui joue les gourous aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit il y a quelques semaines. Les droits de l'homme n'existent pas. Il dit, si vous disséquez un être humain et que vous regardez, il n'y a que des organes, il n'y a pas de... Ce qui signifie que l'âme, l'esprit de l'être humain est en train d'être nié. Cinquième point extrêmement important concernant le Parlement européen. Pardonnez-moi, je ne critique personne, mais c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai toujours cru, en travaillant avec les institutions européennes, et notamment avec le Parlement, que ce Parlement serait un pont pour rassembler. Malheureusement, depuis la dernière législature, ce n'est plus un pont. Et là, je suis prêt à en débattre. Et le dernier point sur lequel je voudrais conclure, si vous permettez, Madame Lefebvre, sur le temps long, encore une fois. Ce que nous vivons aujourd'hui, M. Dorville, c'est la fin d'une époque. Je vais la résumer de façon très lapidaire. Je vous donne 30 secondes. En 30 secondes. Cette époque a commencé en 1492 avec la conquête des Amériques. C'est toute la période coloniale que nous avons vécue. Le point culminant, nous sommes en train de le voir aujourd'hui, et je crois personnellement, si on prend le temps long, que l'extrême droite est en fait l'expression de la fin de ce monde. Elle substitue à la réalité, aux réponses réelles, des réponses magiques. On va passer par cette période-là, et je crois que c'est ce type de combat qu'il faut mener aujourd'hui pour construire ce monde et cette renaissance humaine basée sur le respect de l'être humain que nous attendons tous depuis longtemps. Michel, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on appelle l'extrême droite avec une étiquette, parce que, comme on l'a dit, certaines politiques menées par d'autres peuvent être d'extrême droite ou menées à l'extrême droite. Je considère que faire la guerre pour imposer la loi du plus fort économiquement, c'est aussi d'extrême droite.
Je pense que la solution ne viendra pas du droit, la solution viendra de la mobilisation populaire, c'est-à-dire pour moi, analyser, ne croire personne sur parole, vérifier les infos, débattre et réfléchir ensemble à ce que pourrait être un monde meilleur, c'est-à-dire, à mon avis, sans les multinationales qui asphyxient notre vie chaque jour. Très bien. Et avant de donner la parole à M. Orville, je vais juste rappeler aux téléspectateurs que vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous venez d'éditer un livre intitulé « Ukraine, la guerre des images », justement, 50 exemples de désinformation de Michel Colland. Donc, achetez ce livre, très intéressant. Et puis, un deuxième de Jean-Pierre Boucher et Michel Colland, intitulé « Israël, les 100 pires citations », d'actualité aussi. Il faut absolument l'acquérir. Un mot de conclusion, monsieur l'eurodéputé. Rapidement, bien, moi je suis heureux d'avoir pu échanger avec vous, même si je ne partage pas tout, mais j'ai vu déjà que nous avons des points de convergence. Nous sommes d'accord pour dire que l'Europe va mal et il faut donc l'améliorer et non pas la jeter avec l'eau du bain, comme disent les extrêmes. La deuxième chose, c'est que je crois que nous sommes d'accord pour dire que pour dialoguer, il faut être instruit, il faut être éduqué. C'est ce que je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Ça nous fait donc déjà 2 points d'accord. Eh bien, je suis sur cette ligne-là. Et contre la loi du plus fort, j'oppose la loi du plus juste. Donc c'est ça ma doctrine. Voilà. Que demande le peuple? Une belle conclusion. Messieurs, merci vraiment d'avoir été avec nous. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.